La main de ma femme m'a secoué pour me réveiller à 5h30 du matin. Son visage était blanc comme un linge dans l'obscurité, les yeux rouges comme si elle avait pleuré pendant des heures. Bastien, a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Ne regarde pas ton téléphone aujourd'hui. Donne-le-moi, s'il te plaît. J'étais marié à Julie depuis 9 ans. 9 ans de crêpes le dimanche matin et de débats pour savoir si on devait peindre le salon en gris ou en beige. 9 ans qu'elle me volait mes sweats à capuche et que je faisais semblant d'être agacé. Je connaissais sa voix dans toutes ses humeurs, en colère, heureuse, fatiguée. Mais je n'avais jamais entendu ça auparavant. De la terreur. Une terreur pure et brute. De quoi tu parles, ai-je marmonné, encore à moitié endormi. Il n'est même pas 6 heures du matin. Elle m'a saisi le poignet, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Bastien, je t'en supplie. Fais-moi confiance. Donne-moi ton téléphone et n'allume pas ton ordinateur aujourd'hui. Ne vérifie rien. Juste une journée, s'il te plaît. Le désespoir dans sa voix m'a réveillé plus vite que n'importe quelle alarme. Je me suis assis, regardant ma femme de 9 ans comme si je voyais une étrangère. Son mascara de la veille avait coulé sur ses joues. Elle portait les mêmes vêtements que lorsque j'étais allé me coucher à 23h. Tu as été réveillée toute la nuit. Elle n'a pas répondu, elle a juste continué à me fixer avec ses yeux terrifiés. Julie, qu'est-ce qui se passe, bordel? Tu vas me détester avant midi, a-t-elle chuchoté. Mais je te demande, s'il te plaît, de ne pas regarder ton téléphone d'ici là. Accorde-moi ces quelques heures. Laisse-moi avoir ces dernières heures avant que tout ne s'effondre. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Qu'est-ce que tu as fait? Elle s'est levée du lit, s'enlaçant elle-même comme si elle essayait de maintenir son corps en un seul morceau. Promets-moi juste que tu ne regarderas pas. S'il te plaît, Bastien. Promets-le-moi. J'aurais dû attraper mon téléphone à ce moment-là. J'aurais dû exiger des réponses. Mais il y avait quelque chose dans son visage qui m'a fait hésiter. Elle avait l'air d'être au bord d'une falaise, à une poussée de la chute. D'accord, me suis-je entendu dire. Je ne regarderai pas avant midi. Le soulagement qui a inondé son visage aurait dû être mon premier véritable avertissement. Elle s'est pratiquement effondrée, tout son corps s'affaissant. Merci. Merci. Je suis tellement désolé, Bastien. Je suis tellement désolé. Puis elle est sortie de la chambre et j'ai entendu la porte d'entrée se fermer doucement derrière elle. Je suis resté assis dans mon lit pendant 10 minutes à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Mon téléphone chargeait sur la table de nuit, face contre terre comme toujours. Tout ce que j'avais à faire était de le ramasser. Mais j'avais fait une promesse. Et malgré tout, malgré la peur qui me parcourait l'échine, je n'avais jamais brisé une promesse faite à Julie. Pas une seule fois en 9 ans. Je me suis levé, j'ai pris une douche, j'ai fait du café, j'ai suivi ma routine matinale en pilote automatique, jetant sans cesse des coups d'œil à mon téléphone, posé sur le comptoir de la cuisine, non ouvert, inconnu. À 7h30, mon meilleur ami Thomas a appelé sur le téléphone fixe que nous gardions pour les urgences. Bastien, a-t-il dit, la voix serrée. Tu as vu ton téléphone? Non. Pourquoi? Bon sang. Il est resté silencieux un long moment. Appelle-moi quand tu l'auras fait. Appelle-moi, c'est tout. Il a raccroché avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire. À 8h15, mon frère Alexandre s'est présenté à ma porte. Il ne venait jamais avant le travail. Jamais. Et, a-t-il dit, debout sur mon porche, l'air mal à l'aise. Ça va? Pourquoi tout le monde n'arrête pas de me demander ça? Tu n'as pas regardé ton téléphone? J'ai secoué la tête. Julie m'a demandé de ne pas le faire avant midi. Le visage d'Alexandre s'est assombri. Cette sale. Surveille ton langage, ai-je dit machinalement, même si mon estomac se nouait. Alex, qu'est-ce qui se passe? Rien, a-t-il dit en reculant. Il est parti avant que je puisse répondre. À 9h30, ma mère a appelé sur le fixe. Ma mère, qui n'appelait jamais avant midi en semaine parce qu'elle était toujours à son cours de yoga. Bastien, chéri, a-t-elle dit, la voix lourde de compassion. Ton père et moi voulons que tu saches que nous sommes là pour toi. Quoi que tu aies besoin. Nous t'aimons.
Maman, de quoi tu parles? Tu comprendras assez tôt. Sache juste que ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça n'est ta faute. Elle pleurait quand elle a raccroché. Je me tenais dans ma cuisine, entouré de la vie que Julie et moi avions construite ensemble, les stupides salières en forme de hibou qu'elle avait insisté pour acheter, la photo de nous dans les gorges du Verdon pour notre 5e anniversaire. Le mug que je lui avais offert à Noël dernier qui disait « Épouse la plus passable du monde » parce qu'elle avait ri en le voyant dans le magasin. Tout semblait identique, mais je savais avec une certitude absolue qu'à midi, tout serait différent. À 11h45, j'ai pris mon téléphone. Mes mains tremblaient. J'avais tenu presque 6 heures. C'était assez proche. Le téléphone a mis une éternité à s'allumer. Quand il l'a finalement fait, il a immédiatement commencé à vibrer, vibrer et vibrer. SMS, email, notifications Facebook, messages Instagram, appels manqués. Les chiffres ne cessaient de grimper. 147 messages, tous arrivant en même temps comme s'ils avaient été retenus par un barrage invisible qui venait de céder. Avant de vous dire ce que disaient ces messages, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Si cette histoire vous prend déjà aux tripes, si vous êtes assis là à vous demander ce qui pourrait bien être dans ces messages, cliquez sur ce bouton s'abonner parce que ce qui se passe ensuite va changer tout ce que je croyais savoir sur mon mariage, ma femme et moi-même. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez que Julie a fait. Et si vous avez déjà vécu ce moment où votre monde entier a basculé en un instant, cliquez sur le bouton j'aime. Entrons dans le vif du sujet, ce qui a détruit ma vie en moins de 200 caractères. Le premier message venait de ma sœur, Claire. Je l'ai ouvert parce que Claire ne m'envoyait jamais de SMS à moins que ce ne soit important. L'aperçu ne montrait que 4 mots. Je suis tellement désolé, Bastien. J'ai cliqué dessus. Ce que j'ai vu m'a coupé les jambes. C'était une capture d'écran, un post Facebook écrit par ma femme, publié à 5 heures ce matin, exactement au moment où elle me réveillait en me suppliant de ne pas regarder mon téléphone. Le post était long, détaillé, et il était adressé à tous ceux que nous connaissions. Je dois avouer quelque chose, commençait-il. Depuis 1 an et demi, j'ai une liaison avec le meilleur ami de mon mari, Thomas Bertrand. Ça a commencé à la fête d'anniversaire de Bastien en mars de l'année dernière. Nous étions saouls. J'étais en colère parce que Bastien avait oublié notre anniversaire de mariage la semaine précédente. Thomas et moi avons fini dans la chambre d'amis pendant que Bastien coupait son gâteau en bas. C'était censé être une erreur, mais ce n'était pas le cas. Nous avons continué à nous voir. 1 fois par semaine au début, puis 2 fois, puis presque tous les jours. Quand Bastien pensait que j'étais au club de lecture, j'étais avec Thomas. Quand je disais que je travaillais tard, j'étais avec Thomas. Quand j'ai dit à Bastien que je rendais visite à ma tante malade à Nice pendant 4 jours en octobre dernier, Thomas et moi étions dans un chalet dans les Alpes. J'ai dû arrêter de lire. J'avais besoin de respirer. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Le poste continuait. Thomas et moi sommes tombés amoureux. Le vrai amour, le genre dont j'ignorais l'existence. Il y a 3 mois, nous avons commencé à planifier de quitter nos conjoints. Thomas allait le dire à sa femme, Amélie. J'allais le dire à Bastien. Nous allions déménager à Bordeaux ensemble et recommencer à zéro. Mais la semaine dernière, tout s'est effondré. Thomas a tout dit à Amélie. Elle l'a mis à la porte immédiatement. Il a emménagé chez ses parents. Et puis hier, Amélie m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Enceinte de 3 mois. Thomas l'a mise enceinte à peu près au moment où nous commencions à planifier notre avenir ensemble. Il jure qu'il ne savait pas. Il jure que c'était une dernière tentative désespérée pour sauver son mariage avant de la quitter. Mais ça n'a pas d'importance. Thomas a choisi de rester avec Amélie et le bébé. Il m'a dit hier soir qu'il ne pouvait pas abandonner son enfant, qu'il devait essayer de faire marcher son mariage. Je me retrouve donc seul ici, ayant trahi l'homme le plus bienveillant que j'ai jamais connu, pour rien. Bastien, si tu lis ceci, je suis tellement désolé. Je sais que désolé ne signifie rien. Je sais que je nous ai détruits, mais je ne pouvais plus continuer à mentir. Je ne pouvais pas me réveiller à tes côtés chaque jour en sachant ce que j'avais fait. Tu mérites mieux que moi. Tu as toujours mérité mieux. Pour tous les autres, je poste ceci publiquement parce que je ne veux pas que Bastien ait à expliquer ce qui s'est passé. Je ne veux pas qu'il porte la honte de mes choix.
C'est ma confession, ma responsabilité. Il n'a rien fait de mal. Rien. C'était un mari parfait et j'ai tout gâché pour quelque chose qui n'a jamais été réel. Le post était en ligne depuis 6 heures. 347 commentaires, 189 partages. Tous ceux que nous connaissions l'avaient vu. J'ai fait défiler les messages. Ma sœur, je suis tellement désolé, Bastien. Mon frère, je vais tuer Thomas. Ma mère, rentre à la maison, mon chéri. La femme de Thomas, Amélie, je ne savais pas jusqu'à hier. Je te jure que je ne savais pas. Je suis tellement désolé, Bastien. Mon patron, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mes collègues, on est là pour toi. Des amis de fac à qui je n'avais pas parlé depuis des années, quel désastre. Des parents éloignés, on prie pour toi. Les voisins, faites-nous savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. L'univers entier savait que ma femme me trompait. L'univers entier savait que j'étais l'idiot qui n'avait rien remarqué. L'univers entier savait que pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour économiser pour la maison que Julie voulait, elle couchait avec mon meilleur ami. J'ai appelé Thomas. C'est tombé directement sur la messagerie vocale. J'ai rappelé. Même chose. J'ai appelé Julie. Elle a répondu à la première sonnerie. Bastien. Sa voix était épaisse de larmes. Tu l'as lu? Chaque mot. Silence. Puis, je pensais ce que j'ai dit. Tu ne méritais pas ça. Pourquoi l'as-tu posté publiquement, ai-je demandé, surpris par le calme de ma voix. Pourquoi ne pas simplement me le dire? Pourquoi m'humilier devant tout le monde? Parce que je ne voulais pas que tu aies à t'expliquer, a-t-elle dit. Je ne voulais pas que les gens te posent des questions ou t'obligent à revivre ça encore et encore. Je voulais qu'ils sachent que c'était entièrement ma faute, que tu étais innocent. Quelle délicatesse. Le sarcasme est sorti tranchant. Où es-tu? Chez ma sœur. Sa sœur Émilie vivait à 2 heures de là. Je ne reviens pas, Bastien. Je ne peux pas t'affronter. Je ne peux pas affronter ce que je t'ai fait. On doit parler. On doit régler la logistique. La maison, les comptes bancaires, tout ça. Je sais, mais pas aujourd'hui. S'il te plaît, laissons-nous quelques jours pour digérer ça et ensuite on s'occupera de tout. J'aurais dû argumenter, j'aurais dû exiger qu'elle rentre pour qu'on puisse parler face à face, mais j'étais encore sous le choc, essayant encore de comprendre comment ma femme de 9 ans avait vécu une vie complètement différente. D'accord, ai-je dit. Quelques jours. Bastien, sa voix s'est brisée. Je suis vraiment désolé. Je sais que tu ne me crois pas, mais je le suis. J'ai raccroché, je me suis assis sur mon canapé, notre canapé, celui qu'on avait choisi ensemble chez IKEA, en débattant pour savoir si le gris ou le bleu irait mieux avec les rideaux. On avait fait un compromis sur le gris avec des coussins bleus. C'est ce qu'avait été tout notre mariage. Compromis, communication, partenariat. C'est du moins ce que je pensais. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message. Celui-ci venait de la femme de Thomas, Amélie. Bastien, est-ce qu'on peut se voir? J'ai besoin de te parler. Il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai conduit jusqu'au café qu'Amélie avait suggéré. Elle était déjà là, assise dans une banquette au fond, la main posée sur un ventre qui commençait tout juste à s'arrondir. Elle avait l'air terrible, les yeux gonflés, le visage pâle, les cheveux tirés en une queue de cheval négligée. Merci d'être venu, a-t-elle dit quand je me suis assis. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Je n'avais rien de mieux à faire, ai-je dit. Mon emploi du temps vient de se libérer considérablement. Elle a souri légèrement. Thomas est chez ses parents. C'est une épave. Il n'a pas arrêté de pleurer depuis qu'il m'a tout dit. Tant mieux. Le mot est sorti plus durement que je ne l'avais prévu. Amélie a hoché la tête. Je comprends. Je le déteste aussi en ce moment, mais il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que Julie n'a pas mis dans ce post Facebook. J'ai attendu. Thomas m'a tout dit hier soir, et je dis bien tout. Bastien, la liaison a commencé à ta fête d'anniversaire. Cette partie est vraie. Mais elle n'a pas continué parce qu'ils sont tombés amoureux. Elle a continué parce que Julie est tombée enceinte. Le café est devenu silencieux.
Ou peut-être était-ce juste mon audition. Quoi? Julie est tombée enceinte en avril, juste après ton anniversaire. Thomas a dit qu'elle allait avorter, mais il l'en a dissuadé. Il l'a convaincu qu'il pouvait faire marcher ça, qu'ils quitteraient leur conjoint et élèveraient le bébé ensemble. Je n'arrivais plus à respirer. Thomas était obsédé par l'idée qu'ils aient une famille. Mais ensuite, en juillet, Julie a fait une fausse couche. Elle était enceinte d'environ 14 semaines. Elle a dit à Thomas qu'elle avait une gastro et tu n'as jamais su que quelque chose n'allait pas. Amélie pleurait maintenant. Après la fausse couche, Thomas voulait arrêter. Il disait que c'était un signe qu'il faisait une erreur. Mais Julie l'a supplié de continuer à essayer. Elle disait qu'elle l'aimait, qu'il pouvait réessayer. La visite à Nice, ai-je dit, engourdie. Pour voir sa tante malade. Elle était avec Thomas. Ils ont passé 4 jours à essayer de planifier leur avenir. C'est là qu'ils ont décidé de nous quitter. J'avais l'impression de me noyer. Pourquoi n'a-t-elle pas mis ça dans le poste? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle essayait de protéger Thomas. Ou peut-être qu'elle avait honte. Mais Bastien, il y a plus. Je ne pouvais pas imaginer ce qu'il pouvait y avoir de plus. Quand j'ai dit à Thomas que j'étais enceinte, il a paniqué. Il voulait que j'avorte. Il disait qu'il ne pouvait pas se piéger dans un mariage dont il ne voulait pas, mais j'ai refusé. C'est mon bébé. Je veux ce bébé. La main d'Amélie s'est déplacée sur son ventre de manière protectrice. Alors, Thomas a fait un choix. Il a dit à Julie que c'était fini et Julie s'est complètement effondrée. Elle m'a appelé hier matin avant de poster quoi que ce soit. Elle a demandé si on pouvait se voir. Elle l'a fait. Elle voulait me convaincre de laisser partir Thomas. Elle disait qu'ils étaient faits pour être ensemble, que j'étais égoïste de le garder dans un mariage sans amour. Amélie a essuyé ses yeux. Changer comment? Elle est devenue froide, calculatrice. Elle a dit que si elle ne pouvait pas avoir Thomas, elle s'assurerait que tout le monde sache quel genre de personne il était, quel genre de personne ils étaient tous les deux. Elle a dit qu'elle allait faire exploser leurs deux vies et la mienne aussi, juste pour que personne n'ait de fin heureuse. J'ai fixé Amélie. Le post Facebook. Elle n'a pas avoué parce qu'elle se sentait coupable, Bastien. Elle a avoué par vengeance. Elle voulait détruire la réputation de Thomas, détruire toute chance qu'il avait de garder son travail ou ses amis. Et elle voulait me blesser en s'assurant que tout le monde sache que mon mari était un tricheur. Amélie s'est penchée en avant. Mais voilà le truc. Je ne pense pas qu'elle s'attendait à ce que tu sois un dommage collatéral. Je pense qu'elle croyait que les gens compatiraient avec elle, la verraient comme l'autre femme au cœur brisé qui a été abandonnée. Au lieu de ça, tout le monde se rallie à toi et la traite d'ordure. Et maintenant, elle panique parce qu'elle réalise qu'elle a détruit sa propre vie aussi. Je suis resté assis là, à assimiler cette nouvelle information. Ma femme n'avait pas avoué par culpabilité ou intégrité. Elle avait avoué par dépit. Par pure mesquinerie. Il y a encore une chose, a dit Amélie doucement. Thomas m'a dit qu'il y a environ un mois, Julie lui a demandé de l'aider à accéder à tes emails. Elle disait qu'elle pensait que tu la trompais peut-être et elle voulait des preuves. Je n'ai jamais trompé. Je sais. Thomas le sait, mais elle l'a convaincu de l'aider quand même. Et quand elle est entrée dans tes emails, elle a trouvé quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. J'ai eu froid. Quoi? Les emails de l'agence d'adoption. Tout s'est arrêté. Les emails de l'agence d'adoption, ceux que je cachais soigneusement depuis 6 mois, ceux concernant le processus que Julie et moi avions entamé il y a 2 ans, ceux qui disaient que nous avions enfin été jumelés avec une mère biologique, que dans 4 mois nous allions être parents. Julie et moi avions essayé d'avoir un enfant pendant 5 ans avant d'accepter finalement que ça n'arriverait pas. Nous avions lancé le processus d'adoption, rempli 1 million de formulaires, passé des entretiens, des enquêtes sociales et des vérifications d'antécédents, et puis, à peu près au moment où Julie avait apparemment commencé à coucher avec Thomas, nous avions été mis sur liste d'attente. J'avais reçu l'email il y a 3 semaines. Nous avions été jumelés. Une jeune fille de 19 ans à Nantes était enceinte de 7 mois et nous avait choisi pour élever son bébé. J'attendais le bon moment pour le dire à Julie. J'attendais que sa grande présentation au travail soit passée. J'attendais que le stress de l'opération de sa mère soit terminé. J'attendais le moment parfait pour partager la nouvelle parfaite.
J'avais prévu de le lui dire ce week-end. Thomas a dit que Julie a lu ses emails et s'est complètement effondrée, a dit Amélie. J'ai quitté le café dans un état second. J'ai conduit jusqu'à la maison en pilote automatique, je suis entré dans la maison où tout semblait identique, mais où plus rien ne l'était. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages de soutien, des messages de colère en mon nom, des messages de gens avec qui j'étais allé au lycée voulant savoir si le poste était réel. J'ai ignoré tout ça, je suis allé dans mon bureau, j'ai ressorti les emails de l'agence, je les ai relus. Nous avions été jumelés avec une mère biologique nommée Sophie. Elle devait accoucher dans 12 semaines. Elle nous avait choisis parce que dans notre profil, nous parlions des repas de famille le dimanche, d'apprendre à notre futur enfant à pêcher et de construire une cabane dans le jardin. Elle nous avait écrit une lettre disant que nous semblions être exactement le genre de parents qu'elle voulait pour son bébé. Et dans 4 jours, nous avions un appel vidéo programmé pour la rencontrer pour la première fois. Sauf que maintenant, il n'y avait plus de nous. Il n'y avait plus que moi. J'ai appelé l'agence d'adoption, expliqué la situation à notre assistante sociale, une femme gentille nommée Patricia, qui nous avait suivis tout au long du processus. Oh, Bastien, a-t-elle dit, la voix lourde de sympathie. Je suis tellement désolé. Est-ce que cela signifie que vous vous retirez du jumelage? Non, ai-je dit, me surprenant moi-même. Je veux continuer, si c'est possible. Est-ce que je peux adopter en tant que parent célibataire? Oui, mais ça complique les choses. L'enquête sociale devra être mise à jour. Nous aurons besoin de références supplémentaires, et vous devrez être honnête avec Sophie sur le changement de situation. Elle a choisi une famille biparentale. Je comprends, mais je veux essayer. Ce bébé était censé être le mien aussi. Je ne veux pas perdre ça. Patricia est restée silencieuse un moment. Laissez-moi passer quelques coups de fil. Je reviendrai vers vous demain. Mais Bastien, je dois vous demander, êtes-vous sûr d'être dans le bon état d'esprit pour ça? Vous venez d'apprendre la liaison de votre femme. C'est un énorme changement de vie en plus du traumatisme. Je suis sûr, ai-je dit, et je l'étais. Peut-être était-ce le choc. Peut-être le déni. Mais à ce moment-là, en pensant au bébé qui était censé être le nôtre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti de toute la journée. Un but. J'ai passé le reste de la journée à regarder de vieilles photos. Julie et moi à notre mariage. Tous les deux si jeunes, stupides et convaincus d'avoir tout compris pour l'éternité. Julie et moi au Grand Canyon, ses cheveux fouettant dans le vent. Julie et moi aux funérailles de son père. Moi la tenant pendant qu'elle sanglotait. Julie et moi en train de peindre la chambre de bébé que nous avions préparée il y a 3 ans avant d'accepter que la grossesse n'arriverait pas. Nous l'avions peinte en jaune parce que c'était censé être pour n'importe quel bébé, garçon ou fille. Ensuite, nous avions fermé la porte et ne l'avions plus ouverte depuis. 9 ans de souvenirs. 9 ans à construire une vie ensemble et elle avait tout jeté. Pourquoi? Pour un homme qui avait mis sa femme enceinte tout en prévoyant de la quitter. Pour un avenir qui n'allait jamais arriver. Pour une vengeance quand cet avenir s'est effondré. J'aurais dû être en colère. J'aurais dû être en rage, casser des choses et appeler Thomas pour lui hurler dessus. Mais tout ce que je ressentais, c'était un vide. Mon frère Alexandre s'est pointé à 18h avec des pizzas et de la bière. Je me suis dit que tu n'aurais pas mangé, a-t-il dit en me poussant pour entrer dans la cuisine. Nous avons mangé en silence pendant un moment. Puis Alexandre a dit, Marion veut que tu restes avec nous. Elle dit que tu ne devrais pas être seul dans cette maison. Ça va. Non, ça ne va pas. Personne n'irait bien. J'ai posé ma part de pizza. Alex, est-ce que tu savais pour la liaison? Il a secoué la tête. Je te le jure devant Dieu, Bastien, je n'en avais aucune idée. Si j'avais su, je te l'aurais dit immédiatement. Et Thomas? Vous étiez amis aussi? Plus maintenant, a dit Alexandre sombrement. Je l'ai vu à la salle de sport il y a 1 mois. Il agissait bizarrement, coupable, mais je pensais juste qu'il était stressé par le travail. Je n'aurais jamais imaginé. Il a laissé sa phrase en suspens. Amélie m'a dit certaines choses, ai-je dit, et je lui ai raconté la grossesse, la fausse couche, les emails sur l'adoption, la vraie raison de la confession sur Facebook. Quand j'ai fini, Alexandre était blanc de rage. Elle était enceinte et elle ne te l'a pas dit.
Elle prévoyait de te quitter pour lui. Pourquoi me l'aurait-elle dit? Parce que ça aurait pu être le tien. La pensée m'avait traversé l'esprit. Julie et moi avions encore des relations sexuelles en avril. Pas aussi souvent qu'avant, mais nous n'avions pas arrêté d'être intimes. Ce bébé aurait pu être le mien, et elle avait prévu de le faire passer pour celui de Thomas. Ou peut-être qu'elle savait que c'était le sien. Peut-être qu'il n'avait pas été prudent. Peut-être que c'est pour ça qu'elle était si sûre. Je vais porter plainte, a dit Alexandre soudainement. Pourquoi? Pour le préjudice moral. On trouvera bien quelque chose. Thomas a détruit ton mariage. Il doit payer. Je ne veux pas détruire la vie de Thomas, ai-je dit. Je veux avancer avec la mienne. Alexandre m'a fixé. Comment peux-tu être si calme à propos de ça? Je ne suis pas calme. Je suis sous le choc. Il y a une différence. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Julie. L'adoption. Bastien, je suis tellement désolé. J'ai vu les emails. Je ne savais pas. On peut encore le faire ensemble. On peut surmonter ça pour le bébé. J'ai montré le SMS à Alexandre. Il l'a lu et a jeté mon téléphone à travers la pièce. Il a heurté le mur et a cliqueté sur le sol. Elle n'a pas le droit de faire ça, a dit Alexandre, la voix tremblante. Elle n'a pas le droit de te tromper pendant 1 an et demi, de tomber enceinte d'un autre homme, de prévoir de te quitter, et ensuite de revenir en rampant parce qu'elle veut jouer à la maman. Je sais. Alors pourquoi tu n'es pas en colère? Je suis en colère, ai-je dit doucement. Je suis furieux. Mais à quoi ça sert? Elle a déjà tout détruit. Se mettre en colère ne ramènera rien de tout ça. Les jours suivants sont passés dans le flou. J'ai pris des congés au travail, je suis resté chez Alexandre parce qu'être dans ma propre maison me donnait l'impression de me noyer. J'ai parlé à des avocats pour la procédure de divorce, mis à jour mon testament, changé tous mes mots de passe, fait toutes les choses pratiques qu'on est censé faire quand notre vie implose. Patricia de l'agence d'adoption a appelé le 3e jour. Bastien, j'ai parlé avec Sophie. Je lui ai expliqué votre situation. Elle veut vous parler. Ah bon? Oui. Elle a du mal avec ça. Elle vous avait choisi, Julie et vous, parce qu'elle voulait que son bébé ait 2 parents, une mère et un père, mais elle ressent aussi une connexion avec vous spécifiquement. Elle a lu toutes vos lettres. Elle veut vous rencontrer et ensuite décider. Nous avons organisé un appel vidéo pour le soir même. J'ai conduit jusqu'à chez moi, dans le bureau où j'avais passé tant de nuits à travailler sur le dossier d'adoption. Sophie est apparue à l'écran pile à 19h. Elle était jeune, plus jeune qu'elle n'en avait l'air sur ses photos. De longs cheveux bruns, des yeux effrayés, un ventre qu'elle touchait nerveusement. « Salut », a-t-elle dit doucement. « Salut, Sophie. Merci d'avoir accepté de me parler. » Nous sommes restés silencieux un moment. Puis Sophie a dit, « Votre femme vous a trompé. » Ex-femme? Enfin, bientôt ex-femme, mais oui. Patricia m'a envoyé le post Facebook. Tout le monde en parle. Je suis désolé que ça vous soit arrivé. Merci. Sophie s'est mordu la lèvre. Je vous avais choisi parce que vous sembliez heureux, parce que vous aviez l'air d'avoir vos vies en ordre, comme si vous saviez comment vous aimer. Je pensais que c'était le cas aussi. Mais maintenant il n'y a plus que vous, et je ne sais pas si c'est ce que je veux pour mon bébé. J'ai hoché la tête. Je comprends et je respecterai quelle que soit la décision que vous prendrez. Mais Sophie, est-ce que je peux vous dire quelque chose? D'accord. Quand Julie et moi avons décidé d'adopter, ce n'était pas parce qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. Enfin, c'était une partie de la raison, mais c'était surtout parce qu'on savait tous les deux qu'il y avait des enfants qui avaient besoin de famille, qui avaient besoin d'amour, de stabilité et de quelqu'un pour croire en eux. C'est ce que je veux toujours donner. Rien de tout ça n'a changé. Mais vous êtes seul maintenant, a dit Sophie. Votre vie vient de s'effondrer. Comment allez-vous prendre soin d'un bébé? Sophie pleurait maintenant. J'ai peur. Moi aussi, ai-je admis. Avoir un bébé est terrifiant. Confier un bébé est probablement encore plus terrifiant. Mais nous faisons tous les deux ce que nous pensons être juste. Et peut-être que c'est suffisant. Elle a essuyé ses yeux. Je peux y réfléchir?
Bien sûr. Prenez autant de temps qu'il vous faudra. J'appellerai Patricia dans quelques jours. Je lui dirai ma décision. Après qu'elle a raccroché, je suis resté assis dans mon bureau pendant un long moment. J'avais été honnête avec Sophie. J'étais terrifié. L'idée d'élever un enfant seul, d'être un père célibataire dans une ville où tout le monde savait que ma femme m'avait publiquement humilié était accablante. Mais c'était aussi la seule chose qui semblait juste. La seule chose qui ressemblait à aller de l'avant au lieu de se noyer dans le passé. Julie a appelé ce soir-là. Tu as parlé à Sophie? Comment tu sais pour ça? Patricia m'a appelé. Elle a dit qu'elle devait clore mon dossier puisque je ne participerai pas à l'adoption. Bastien, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne pas faire quoi? Ne prends pas ce bébé. Pas par dépit. Pas pour me punir. J'ai ri, mais ce n'était pas un son joyeux. Tu penses que je fais ça pour te punir, Julie? Je fais ça parce que je veux être père. Quelque chose que je voulais avant même que toi et moi soyons mariés. Mais tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu as besoin de moi. J'avais besoin de toi. Au passé. J'avais besoin que ma femme soit honnête avec moi. J'avais besoin que ma partenaire soit réellement ma partenaire, mais tu étais trop occupé à construire une vie avec quelqu'un d'autre. Bastien, j'ai fait une erreur. Mais on peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller, travailler là-dessus, élever ce bébé ensemble comme on l'avait prévu. Non, ai-je dit fermement. On ne peut pas parce que je ne te fais pas confiance. Je ne t'aime même pas en ce moment et je ne vais pas élever un enfant dans une maison où je me demande constamment si tu es fidèle ou si tu prépares ta prochaine stratégie de sortie. Alors, tu vas juste m'effacer? Faire comme si notre mariage n'avait jamais existé? Notre mariage s'est terminé le jour où tu as couché avec Thomas. Je ne le savais juste pas jusqu'à maintenant. Elle est restée silencieuse un long moment, puis d'une petite voix, je t'aime, tu sais. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. L'amour ne suffit pas, Julie. Pas quand il est bâti sur des mensonges. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Sophie a appelé Patricia 4 jours plus tard. Patricia m'a appelé immédiatement après. Bastien, Sophie veut aller de l'avant avec vous pour une adoption monoparentale. Je me suis assis lourdement sur mon canapé. Vraiment? Elle a dit que quelque chose que vous lui avez dit a vraiment résonné en elle, à propos du bébé qui serait désiré et aimé. Elle a dit qu'elle pouvait entendre à quel point vous étiez sincère. Quand est-ce qu'on commence? Il y a beaucoup de paperasse. Nous devons mettre à jour votre enquête sociale. Vous devrez suivre des cours de parentalité. Mais si tout se passe bien, vous devriez avoir votre bébé dans environ 8 semaines. 8 semaines. Dans 8 semaines, je serai père. Un père célibataire. Un père célibataire divorcé dont la vie avait été publiquement détruite, mais un père quand même. J'ai commencé à me préparer immédiatement. J'ai ouvert la chambre jaune et j'ai commencé à l'installer pour de vrai cette fois. J'ai acheté un berceau, une table allongée et plus de vêtements de bébé qu'un nourrisson ne pourrait jamais porter. J'ai lu tous les livres sur la parentalité que j'ai pu trouver. J'ai pris des cours sur la RCR pour nourrissons, l'entraînement au sommeil et les soins postpartum. Ma famille s'est ralliée autour de moi. Ma mère a organisé une baby shower. Alexandre a commencé à construire une aire de jeu dans mon jardin. Claire a assemblé un réseau de babysité et d'aide. Même mon père, qui n'avait jamais été particulièrement émotif, a eu les larmes aux yeux quand je lui ai dit qu'il allait être grand-père. Thomas a essayé de me contacter une fois, a envoyé un long email s'excusant, expliquant, justifiant. Je l'ai supprimé sans lire au-delà du premier paragraphe. Je me fichais de ses raisons désormais. Je me fichais de sa culpabilité ou de ses explications. Il avait fait ses choix et j'avais fait les miens. Julie a essayé aussi. Elle s'est présentée chez moi un soir où j'assemblais le berceau. Bastien, s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler? On a parlé. Il n'y a plus rien à dire. Il y a tout à dire. Je te dois des explications. Je te dois de l'honnêteté. Tu me devais de l'honnêteté il y a 1 an et demi. Maintenant, tout ce que tu me dois, c'est de l'espace. Je suis ta femme. Plus maintenant. Les papiers du divorce ont été déposés hier. Tu les recevras la semaine prochaine. Elle a commencé à pleurer.
Je sais que je ne mérite pas le pardon. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais Bastien, on a construit une vie ensemble. Est-ce que ça ne signifie rien? Ça signifiait tout, ai-je dit. Jusqu'à ce que tu décides que ça ne signifiait rien. Je lui ai fermé la porte au nez, j'ai fini de construire le berceau, j'ai mis de minuscules draps sur le minuscule matelas, je me suis tenu dans la chambre d'enfant et j'ai essayé d'imaginer ce que ce serait dans quelques semaines quand il y aurait un vrai bébé dormant là. Mon bébé. L'adoption a été finalisée 3 semaines plus tôt que prévu. Sophie a commencé le travail de façon inattendue à 37 semaines. J'ai reçu l'appel à 2 heures du matin. J'ai conduit 4 heures jusqu'à l'hôpital à Nantes. J'ai attendu dans une pièce à côté de la salle d'accouchement pendant que Sophie mettait ma fille au monde. Parce que c'était une fille, une petite fille de 3,2 kg avec des cheveux foncés, des doigts minuscules et des poumons qui fonctionnaient parfaitement. L'infirmière me l'a apportée enveloppée dans une couverture rose. Voulez-vous tenir votre fille? Je l'ai prise avec précaution, terrifiée à l'idée de la faire tomber ou de la tenir mal ou de tout gâcher dès les 30 premières secondes de ma paternité. Mais elle s'est installée dans mes bras comme si elle y avait sa place, a ouvert les yeux et m'a regardé avec une expression qui semblait dire « Ah, te voilà. Je t'attendais. » Salut, ai-je chuchoté. Salut, ma chérie. Je suis ton papa. On va se débrouiller ensemble, d'accord? Elle a bâillé. J'ai pris ça pour un accord. Sophie voulait la rencontrer avant que je la ramène à la maison. Elle voulait lui dire au revoir. J'ai apporté le bébé dans sa chambre. Sophie était pâle et épuisée, mais elle a souri quand elle nous a vus. Elle est magnifique, a dit Sophie en touchant la petite main du bébé. Merci, ai-je dit. De m'avoir fait confiance avec elle, de m'avoir donné cette chance. Prenez bien soin d'elle, a dit Sophie. Parlez-lui de moi un jour. Dites-lui que je l'aimais assez pour la donner à quelqu'un qui pouvait lui donner tout ce que je ne pouvais pas. Je le ferai. Je le promets. J'ai conduit jusqu'à la maison avec ma fille dormant dans le siège auto à l'arrière. Je n'arrêtais pas de vérifier le rétroviseur pour m'assurer qu'elle était réelle, que c'était vraiment en train d'arriver. Quand je suis entré dans mon allée, toute ma famille m'attendait. Ma mère, mon père, Alexandre et Marion, Claire et son mari. Ils avaient décoré le porche avec des ballons roses et une banderole qui disait « Bienvenue à la maison ». Tout le monde, ai-je dit, en sortant soigneusement le siège auto. Voici ma fille. Voici Emma Grace. Parce que c'est le nom que j'avais décidé de lui donner. Emma pour les nouveaux départs. Grace pour la miséricorde des secondes chances. Ils se sont tous pressés autour en gazouillant, prenant des photos et se disputant pour savoir qui la tiendrait en premier. Ma mère a gagné. Elle a pris Emma et des larmes ont immédiatement commencé à couler sur son visage. Oh, Bastien, elle est parfaite. Je sais, ai-je dit. Et elle était parfaite, minusculée à moi. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti et qu'il n'y avait plus qu'Emma et moi, je me suis assis dans la chambre d'enfant en la berçant pendant qu'elle dormait, la regardant respirer, comptant ses doigts. M'émerveillant du fait que cette petite personne allait être mon monde entier désormais. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Julie. J'ai entendu parler du bébé. Félicitations. J'espère qu'elle t'apportera tout le bonheur que je n'ai pas pu t'apporter. Je n'ai pas répondu. J'ai juste éteint mon téléphone et j'ai regardé Emma. Tu veux savoir quelque chose, ai-je chuchoté à ma fille endormie. Emma a remué dans mes bras, a fait un petit bruit, s'est rendormie. On va s'en sortir, lui ai-je dit. Je ne sais pas encore comment. Je n'ai pas toutes les réponses, mais on va trouver ensemble. Et un jour, quand tu seras assez grande pour comprendre, je te raconterai toute cette histoire. Je te parlerai des messages qui ont changé ma vie, de la confession qui a détruit mon mariage, de l'adoption qui m'a sauvé, et je te dirai que tu valais chaque seconde de douleur qu'il a fallu pour arriver jusqu'à toi. 3 mois plus tard, j'étais une personne complètement différente. Ou peut-être étais-je enfin la personne que j'étais censé être depuis le début. Emma faisait ses nuits, la plupart du temps. J'avais compris les bases du changement de couche, des biberons et des raisons mystérieuses pour lesquelles les bébés pleurent à 3 heures du matin. Ma famille avait été inestimable. Ma mère venait 3 fois par semaine pour aider. Alexandre avait installé un babyphone connecté à mon téléphone. Claire avait organisé une chaîne de repas qui gardait mon frigo rempli.
Être père célibataire était plus dur que je ne l'avais imaginé, mais c'était aussi mieux. Chaque sourire, chaque étape, chaque petite main agrippant mon doigt était à moi. Pas de garde partagée, pas de coordination d'emploi du temps, juste moi et Emma construisant notre vie ensemble. Le divorce a été finalisé un mardi. Julie n'a rien contesté, n'a pas demandé de pension alimentaire ni ne s'est battue pour les biens. Elle a juste signé les papiers et a disparu. Elle a déménagé à Bordeaux, ironiquement, la ville où elle avait prévu de s'enfuir avec Thomas. J'ai entendu par des amis communs qu'elle travaillait dans une entreprise technologique, recommençant à zéro, essayant de reconstruire sa vie. Je ne lui souhaitais pas de mal, ne lui souhaitais pas de bonheur non plus. Je ne pensais tout simplement plus du tout à elle. Thomas et Amélie sont restés ensemble, ont eu leur bébé, un garçon. Thomas a perdu la plupart de ses amis, y compris Alexandre. Il a perdu son travail quand la nouvelle de la liaison s'est répandue. Aux dernières nouvelles, ils avaient déménagé dans la ville natale d'Amélie en Bretagne, essayant de prendre un nouveau départ là où personne ne connaissait leur histoire. J'ai croisé Amélie une fois au supermarché. Emma était avec moi dans le caddie, babillant aux inconnus comme elle le faisait toujours. Amélie avait son fils attaché contre sa poitrine. Nous nous sommes tenus dans le rayon des céréales, deux personnes dont les vies avaient été brisées par la même trahison, tenant maintenant toutes deux les morceaux qui nous avaient en quelque sorte rendus entiers à nouveau. Elle est magnifique, a dit Amélie en regardant Emma. Lui aussi, ai-je répondu en désignant son fils. Est-ce que tu es heureux, a demandé Amélie. C'était une question étrange, mais je comprenais ce qu'elle voulait dire. Après tout ce que nous avions traversé, le bonheur était-il même possible? Ouais, ai-je dit, me surprenant par ma franchise. Je le suis vraiment. Et toi? Elle y a réfléchi. J'y arrive. Certains jours sont plus durs que d'autres, mais on fait aller. C'est tout ce qu'on peut faire. Elle a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, Bastien, je suis désolé que Julie ait fait ce qu'elle a fait. Elle a blessé beaucoup de gens. Mais je suis contente que tu aies eu Emma grâce à ça. Moi aussi. Nous nous sommes dit au revoir et sommes partis chacun de notre côté. Deux survivants du même naufrage flottant dans des directions différentes, mais toujours à flot. Ce soir-là, je donnais le bain à Emma quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô, Bastien. Une voix de femme, hésitante, familière. C'est Sophie. Sophie. Salut. Tout va bien? Oui, tout va bien. Je voulais juste appeler et voir comment allait Emma. Si c'est d'accord, je pense beaucoup à elle. Elle va très bien, ai-je dit en regardant Emma éclabousser dans sa baignoire. Elle est en bonne santé, heureuse et essaie actuellement de manger l'eau du bain. Sophie a ri. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos un de ces jours? Pas pour poster ou quoi que ce soit. Juste pour moi, pour que je puisse la voir grandir. Bien sûr, j'en enverrai ce soir. Merci, Bastien. Et merci d'avoir tenu votre promesse, de l'aimer comme vous aviez dit que vous le feriez. Après avoir raccroché, j'ai pris des photos d'Emma. Ses cheveux mouillés dressés dans des directions amusantes, son sourire édenté, ses petits doigts agrippant le bord de la baignoire. Je les ai envoyés à Sophie avec un message, Emma est aimée plus que les mots ne peuvent le dire. Merci de m'avoir fait confiance avec elle. Elle a répondu immédiatement, merci d'être exactement celui que vous aviez dit que vous seriez. J'ai mis Emma au lit ce soir-là et je suis resté dans l'encadrement de sa porte à la regarder dormir. J'ai pensé à ce matin, il y a 9 mois, où Julie m'avait réveillé avec la terreur dans les yeux. J'ai pensé aux 147 messages qui avaient détruit mon mariage. J'ai pensé à toute la douleur, la trahison et l'humiliation publique. Et j'ai réalisé quelque chose. Je ne changerai rien à tout ça. Pas une seule seconde. Parce que changer quoi que ce soit signifierait ne pas avoir Emma. Cela signifierait être encore marié à quelqu'un qui ne m'aimait pas comme je le méritais. Cela signifierait vivre un mensonge confortable au lieu d'une vérité inconfortable. Les messages qui m'ont brisé m'ont aussi libéré. La confession qui m'a humilié m'a aussi sauvé. La fin que je redoutais a été le début dont j'avais besoin. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un SMS de Julie, le premier depuis des mois. J'ai vu ta photo sur Facebook. Emma est magnifique.
Tu as l'air heureux. Je suis contente. Tu mérites d'être heureux, Bastien. Je suis désolée de ne pas avoir pu être celle qui te rendrait heureux, mais je suis contente que tu aies trouvé le bonheur quand même. J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait répondre pour lui dire que je lui pardonnais ou que je ne lui pardonnais pas, pour expliquer tout ce qui s'était passé depuis ce matin-là pour lui faire comprendre ce qu'elle avait gâché. Mais à la fin, j'ai juste supprimé le message parce que Julie n'avait plus le droit de faire partie de cette histoire. C'était mon histoire maintenant, la mienne et celle d'Emma. Et elle ne faisait que commencer. Je suis retourné dans la chambre d'Emma, je l'ai prise soigneusement dans mes bras, même si je savais que je ne devais pas déranger les bébés qui dorment. Mais j'avais besoin de la tenir, besoin de me rappeler pourquoi tout cela en avait valu la peine. Et, ma petite puce, ai-je chuchoté. Tu veux savoir quelque chose? Un jour, tu me poseras des questions sur ta maman. Pas Sophie. C'est ta mère biologique, et elle est incroyable. Mais tu poseras des questions sur la femme avec qui j'étais marié avant que tu arrives. La femme qui aurait pu être ta mère, mais qui a choisi autre chose à la place. Et quand tu demanderas, je te dirai la vérité. Je te dirai que les gens font des erreurs, que l'amour ne fonctionne pas toujours comme on l'avait prévu, que parfois les gens en qui on a le plus confiance sont ceux qui nous blessent le plus profondément. Mais je te dirai aussi que de cette blessure, tu es né. Et tu es la meilleure chose qui ne m'est jamais arrivée. Tu es la preuve que les fins peuvent devenir des débuts, que la perte peut devenir un gain, que le pire jour de ta vie peut mener au meilleur. Emma a remué dans mes bras mais ne s'est pas réveillée, elle s'est juste blottie plus près de ma poitrine, sa petite main se recroquevillant contre ma chemise. Ta vie a commencé avec des messages que je ne voulais pas voir, ai-je continué, avec des mots qui ont brisé mon monde. Mais ces messages m'ont mené à toi, et je les relirai 1000 fois si cela signifiait pouvoir te tenir dans mes bras en ce moment. Alors merci, Emma. Merci d'avoir donné un sens au chaos. Merci d'être la raison pour laquelle je me lève chaque matin. Merci d'être à moi. Je suis resté assis là dans le fauteuil à bascule pendant une autre heure, tenant simplement ma fille. Pensant à la façon dont, il y a 9 mois, j'étais une personne différente. Un mari qui pensait comprendre son mariage. Un homme qui croyait savoir à quoi ressemblait son avenir. À quel point j'avais eu tort. À quel point j'avais eu tort, magnifiquement et douloureusement. Mais j'avais raison sur une chose. Ce matin-là, quand Julie m'a réveillé et m'a dit que je la détesterais avant midi. J'avais pensé qu'elle détruisait ma vie. Il s'avère qu'elle faisait juste de la place pour la vie que j'étais censé avoir depuis le début. Si vous êtes allé aussi loin dans l'histoire, je veux vous remercier d'avoir écouté, d'être resté avec moi à travers la douleur, la trahison et la joie inattendue qui a suivi. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà vécu un moment où la pire chose qui vous soit arrivée a mené à la meilleure? Avez-vous déjà vécu une trahison qui vous a en fait libéré? Et si vous traversez quelque chose de similaire en ce moment, si vous lisez des messages que vous ne voulez pas voir ou si vous faites face à des vérités pour lesquelles vous n'êtes pas prêt, je veux que vous sachiez quelque chose. Ça s'arrange. Pas immédiatement, pas facilement, mais ça s'arrange. La douleur que vous ressentez en ce moment est réelle. La trahison est valide. La colère, la blessure et la confusion sont toutes justifiées. Mais elles ne dureront pas éternellement. Un jour, vous vous réveillerez et réaliserez que vous pensez à l'avenir au lieu du passé. Vous tiendrez quelque chose de précieux dans vos bras, que ce soit un enfant, un rêve ou simplement vous-même, enfin entier à nouveau. Et vous comprendrez qu'il fallait que vous vous brisiez avant de pouvoir vous reconstruire en quelque chose de plus fort. Alors à tous ceux qui ont déjà été réveillés par une mauvaise nouvelle, qui ont déjà lu des messages qui ont changé leur vie, qui ont déjà dû regarder leur monde s'effondrer avant qu'ils ne puissent se reconstruire, cette histoire est pour vous. Vous allez vous en sortir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais finalement, vous regarderez en arrière vers le pire jour de votre vie et réaliserez que c'était en fait le début de votre meilleure vie. Cliquez sur le bouton s'abonner si cette histoire a résonné en vous. Aimez cette vidéo si vous croyez que les fins peuvent être des débuts. Et commentez ci-dessous avec votre propre histoire de survie et de joie inattendue parce que nous essayons tous simplement de donner un sens au chaos. Et parfois, partager nos histoires est la seule façon de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté.